FIM FM. Et finalement, ceux qui se vantaient d'avoir inventé la poudre à canon n'en ont en réalité pas cassé la patte à un canard. Ironie du sort, contraints à se réajuster, ils n'ont plus le choix que de suivre la cadence de l'innovation imposée et d'en prendre de la graine. FIM FM, l'assommoir de la concurrence. Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Mamadou Ouri Diallo. Voilà donc quelques messages rapidement à évacuer. Tierno Amadou Fugumba Bari sur la page Facebook nous dit « Bonjour Afim, la retraite a concerné tous les généraux du pays ayant atteint l'âge de la retraite ou pas. Pour info, Général Baldé et Colonel Bala Samoura sont de la même classe de recrutement en 1993. » Mamadou, est-ce que c'est vrai cette information? Ça se remue un peu la tête dans ce studio. Sur la chaîne YouTube, Mamadou Saïdou Diallo nous dit « Bonjour Mirador, le recyclage est devenu le point fort de la gestion du CNRD. À sa tête, le colonel Mamadi Doumbouya. À quand le respect de la parole donnée en Guinée? » Et puis à Taoulaïmo Bantignel qui nous écrit « Bonjour Koto Mamadou Ouri Diallo et à toute l'équipe de Mirador. Ah mon Dieu, Paul Moussa Diawara doit comprendre que le studio de film n'est pas le tribunal. S'il veut donc se justifier qu'il n'a qu'attendre le procès. Voici autant de régimes Condé qui confondaient donc les contribuables. Je comprends un peu mal le reste du message. Amadou Mouktar Marli Diallo qui nous dit ceci. Bonjour Ouri à toute l'équipe de Mirador et de FIM FM Guinée. Le respect de la loi doit commencer au sommet de l'État avant d'atterrir au sein du Guinéen lambda. Tous les policiers républicains victimes d'injustice doivent être rétablis dans leurs droits. C'est pas parce qu'ils ont appartenu au régime de faim qu'ils doivent être écartés, même s'ils sont compétents. Vive la justice pour tous. C'est Amadou Mouktar Marli Diallo depuis Dakar qui nous envoie ce message. Mathieu Guilavogui, l'avant-dernier. Les actes normatifs sont motivés par la compréhension du mode de fonctionnement de gouvernance légitime, non pas celle d'une transition. Questionner la prise du pouvoir est-elle normale? Coup d'État, chaque système s'enracine avec ses hommes et élimine les plus gênants. Peu importe la forme, une junte au pouvoir ne s'intéresse pas souvent à la commodité des faits. Le CNRD aurait intérêt à organiser vite les élections et libérer le plancher. Et on termine avec Yamilatou Bari sur la chaîne YouTube. C'était du populisme afin de se faire accepter. Le CNRD allait vite en besogne. CNRD égale PDG nouveau. Voilà ce qu'il en dit. Et on va donc continuer Talibé sans transition, je le disais. On va aller sur le dossier de Dioma. On a l'impression que le groupe Dioma est toujours dans l'œil du cyclone. Oui, toujours dans l'œil du cyclone. Il faut rappeler que la semaine dernière, donc vendredi dernier, le procureur Charles White avait évoqué le dossier Dioma et donc instruit le procureur du tribunal de première instance de Kaloum, je crois, de bien évidemment travailler sur ce dossier et de le transmettre à la CRIEF. Donc la CRIEF, dans sa communication, le rappel est important. Charles White disait que Dioma, de 2019, l'ensemble des comptes des trois sociétés de Dioma, l'ensemble des comptes, ces sociétés ont connu un mouvement financier de plus de 404 milliards de francs guinéens de 2019 à 2021. Jusqu'au moment où donc, la décision de gel des comptes, donc au lendemain du 5 septembre, a été prise. Donc plus de 404 milliards de mouvements de fonds sur les comptes cumulés des trois sociétés. Et que à date, au moment où il faisait sa communication, donc vendredi dernier, il y avait plus de 185 milliards de francs guinéens sur ces comptes. Donc, c'est le procureur Charles White qui a transmis ce dossier au procureur de première instance. Et finalement, le procureur général, près la Cour de répression des infractions économiques passées, tu as longtemps dit infrastructures économiques, des infractions économiques et financières, donc la CRIEF. Je lis d'abord cette première partie. Donc le procureur de la CRIEF porte à la connaissance du peuple de Guinée que suivant courrier en date du 26 janvier, nous sommes le 28 aujourd'hui, hier 27, donc en date
de mercredi 26 janvier, donc suivant courrier en date du 26 janvier, de monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance de Kaloum et conformément à l'article 21 de l'ordonnance numéro 2021 07 PRGCNRD du 20 décembre 2021 portant création, compétences, organisation et fonctionnement de la CRIEF, notre parquet a été saisi du dossier de la procédure suivie contre les sociétés 1. Dioma SA, 2. Dioma Logistique, 3. Dioma Groupe SA. Pour quelle poursuite? Pour toute poursuite pour des faits de corruption dans le secteur privé, détournement de deniers publics, faux et usage de faux en écriture publique, vol en bande organisée, recel de fonds publics, enrichissement illicite, concussion, abus d'autorité et blanchiment de capitaux et complicité. Donc, ce sont les péchés capitaux reprochés donc au groupe Dioma, au conglomérat Dioma, pour donc c'est sur donc la base de ces faits que une information judiciaire a été autorisée au niveau de la chambre d'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Donc, si vous comptez, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc 8, 9. Donc les 9 péchés capitaux reprochés à l'Empire Dioma, ce sont ces faits. Mais plus loin, le procureur près la Cour de répression des infractions économiques précise que ces faits sont punis par les articles 373, 499, 485, 764, 771, 775 et 776 du Code pénal, ainsi que l'article 7 de la loi sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en République de Guinée. Et le procureur d'Azouté, après analyse et examen minutieux de la dite procédure et suivant réquisitoire introductif en date du 27 janvier 2022, donc hier, nous avons requis, et c'est ça l'information, l'ouverture d'une information judiciaire en saisissant la chambre d'instruction de la Cour contre les sociétés mises en cause pour les infractions précitées. Le procureur Ali Touré ajoute, je cite, les magistrats instructeurs sont déjà au travail pour l'instruction correcte et effective de ce dossier. Donc au moment où il lisait hier à la télévision ce communiqué de la CRIEF, il nous assure donc que les magistrats instructeurs étaient déjà à l'œuvre. Et il assure l'opinion, nous vous informerons régulièrement de l'évolution de cette affaire chaque fois que la nécessité se fait sentir. Fait à Conakry, au parquet de la CRIEF, le 27 janvier, donc le procureur Ali Touré. Dioma dans l'œil du cyclone, et comme je l'ai dit tout à l'heure, d'où la question pourquoi la CRIEF a choisi l'affaire Dioma au titre de son premier dossier à décortiquer. Oui, aujourd'hui c'est la question que nous nous posons, mais il y avait déjà une indication depuis les premières heures ou les premières semaines de la prise du pouvoir par les forces spéciales sous l'égide du colonel Mamadi Doumbouya. Il y avait déjà des indications que le cas Dioma serait une sorte de cas emblématique dans ce qui a été annoncé comme la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite en Guinée. Parce que vous vous rappelez qu'il y avait eu déjà une saisie momentanée. Il y a eu même des descentes. Des descentes. Il y a eu, on a immobilisé pas moins de 400 camions appartenant à Dioma, notamment je crois à la société Dioma Logistique dans les zones minières. Et vous avez vu la descente chez nos confrères de Dioma. Beaucoup avaient... Le gel des comptes du groupe. Ou justement le gel des comptes du groupe, empêchant même nos confrères du côté de Dioma d'avoir accès à leur salaire. Mais, comme on l'a dit la semaine passée, la meilleure indication que Dioma était désormais officiellement dans le viseur de la justice, c'était cette sortie du procureur Charles White avec tous les griefs qu'il a égrenés contre la société. Et aujourd'hui, quand vous vous arrêtez sur les faits,
imaginez justement la gravité des faits qui sont allégués contre. Donc, quand on parle de corruption dans le secteur privé, de détournement de deniers publics, faux usage de faux, vol en bande organisée, vous comprenez, recel de fonds publics, parce que il faut rappeler que beaucoup s'étaient interrogés sur la justesse que un homme d'affaires, puisque c'est cabinet Silla, dit Bill Gates, qui était déjà homme d'affaires connu avant l'élection d'Alpha en 2010, beaucoup avaient estimé incompatible qu'un homme d'affaires soit, comment dirais-je, intendant général à la présidence. Donc quand on parle aujourd'hui de bande organisée, de recel de fonds publics, est-ce qu'on veut nous dire que de l'argent public a servi à alimenter les caisses ou les comptes d'une société privée? On parle d'enrichissement illicite et bien évidemment d'abus d'autorité. Est-ce qu'on veut dire que le PDG de Dioma a donc utilisé sa position d'intendant pour au profit de sa société? Donc, tout ça, c'est des questions à se poser. Et quand on parle de blanchiment de capitaux, tout ça, c'est des faits graves dont les articles qu'on a cités justement déterminent les peines qui peuvent être liées à chacun des faits ici énumérés, donc les 9 faits dont on a parlé. Aujourd'hui, on se demande, est-ce que, moi je termine par cette question, on sait officiellement que Dioma, c'est pour, comment dirais-je, cabinet Cissé. Et ça, avant la présidentielle, qui a vu Alpha venir au pouvoir. Mais on parle aujourd'hui d'autres dignitaires du régime Condé qui ont eu des sociétés ou officiellement ou officieusement, en tout cas dont on disait que des sociétés de BTP et d'autres types de sociétés leur appartenaient, mais avec des personnes écrans, avec des propriétaires écrans. Est-ce que, pourquoi c'est d'abord en priorité et strictement Dioma? Est-ce que certaines de ces hauts dignitaires concernés par des soupçons d'enrichissement illicite, leur cas sera évoqué et pris aussi sérieusement en charge que le cas Dioma? C'est des questions à se poser. Toujours est-il qu'un traitement égal et égalitaire doit être fait de sorte qu'on n'ait pas le sentiment qu'on privilégie tel dossier au détriment ou au profit de tel autre dossier. En tout cas, il y a... En fait, le groupe risque gros. Akumba, est-ce qu'on peut dire, on peut conclure ainsi en regardant les différentes charges qui ont été brandies contre le groupe? Je note d'abord une rectification de la part de monsieur le procureur spécial. C'est que désormais, il n'a pas mis les numéros de compte. Je pense qu'il est venu au secours du procureur général près de la cour d'appel de Conakry. Je note aussi qu'il est dit en tout cas dans l'ordonnance de création de la CRIEF, que les lois, la procédure applicable au sujet soumis à l'appréciation de la CRIEF, c'est la procédure prévue par le Code de procédure pénale et des lois spéciales. Je pense que là aussi, le procureur est en phase avec la législation guinéenne. Il y a aussi le fait qu'il a été dit que je regarde l'article 5 de l'ordonnance portant création de la CRIEF. De la CRIEF. Alors, il est dit que les délits des fonctionnaires qui se sont ingérés dans les affaires ou les activités incompatibles avec leurs fonctions sont prévus et punis aussi. En tout cas, peuvent être éligibles à l'examen de la CRIEF. Et je pense que cela se justifie un peu par rapport à la position, au statut de M. Bill Gates, qui était, sauf erreur de ma part, intendant à la présidence de la République, bien qu'ayant été beaucoup avant opérateur économique. Et puis,
Et je pense que là aussi, ça renforce un peu peut-être la condition à travers laquelle monsieur le procureur spécial s'est saisi du dossier. Et puis il y a l'aspect prévu par l'article 6, toujours de cette ordonnance, qui parle de l'enrichissement illicite. Vous l'avez bien énuméré, monsieur Talibé. Il est intendant général de la présidence de la République, et puis il a un business qui marche. On peut avoir des présomptions d'enrichissement illicite, bien que nous devrions attendre la sentence de la Cour avant de tirer des conclusions. Bien. Mais il y a aussi le fait que vous l'avez évoqué, M. Talibé, le compte enregistre jusqu'à présent plusieurs milliards, alors que les dossiers éligibles au niveau de la CRIEF partent de 1 milliard. Donc c'est aussi une autre raison qui fait que ce dossier est éligible, en tout cas aux compétences de la CRIEF. Cependant, question de ma part. Est-ce qu'il y a eu des greffiers nommés au niveau de la CRIEF pour peut-être permettre au respect de certains éléments de la procédure prévue certainement par le code de procédure pénale que je ne maîtrise pas? Est-ce qu'il y a déjà eu la nomination des greffiers? Est-ce que la cour de la CRIEF fonctionne sur les fonds, soit de monsieur le président de la CRIEF ou du procureur? Parce que je n'ai pas entendu la nomination d'un directeur des affaires administratives et financières à ce niveau pour permettre à l'administration financière de fonctionner. Je n'ai pas non plus entendu un décret ou une décision du gouvernement portant mise à disposition des fonds publics pour lui permettre de fonctionner. Ce sont des petites questions qui restent quand même pendantes dans ma tête. Évidemment que une fois encore, je ne maîtrise pas très bien le code de procédure pénale, mais j'aimerais bien juste m'interroger sur ces aspects-là. Et pourquoi le dossier de M. Bill Gates? C'est une personnalité politiquement exposée, et vous comprendrez aussi que c'est une gente qui est au pouvoir. Et moi, j'aimerais bien travailler sur les motivations qui font que Bill Gates ait été beaucoup plus visé dans cette affaire pour mieux comprendre. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne devrait pas être sur la liste, mais j'aimerais mieux comprendre quelles sont les motivations. Et je ne doute pas des magistrats de la CRIEF, parce que j'imagine que ces magistrats-là vont honorer la jeunesse. Bien. Ibrahim Alenkoul Souma, qu'est-ce que tout ceci vous inspire, n'est-ce pas? Moi, je dis de l'autre côté, puisque c'est le groupe qui est concerné, la question que je pose, est-ce que tout cela peut se réjaillir oui? On peut me donner quand même quelques secondes, parce que vouloir parler de l'instruction, comme l'a énoncé monsieur le procureur spécial, sans lire l'article 12 de l'ordonnance, me paraît être un peu risqué. Alors, l'article 12 dit ceci: la chambre d'instruction est composée d'un président et de 4 membres au moins. Elle est chargée de l'instruction des affaires dans des conditions prévues par la loi. Donc, c'est pour ça que je parlais du code de procédure pénale. Oui. Le président et les membres de la chambre d'instruction sont nommés sur proposition de la... Ils ont dit de la garde des Sceaux. Donc, du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme par décret après avis supérieur du Conseil supérieur de la magistrature. Les décisions rendues par cette chambre d'instruction sont susceptibles d'appel devant la chambre spéciale de contrôle de l'instruction de la CRIEF. Ça veut dire que cette chambre-là, elle va travailler, mais quand même, les accusés ont quand même des voies de recours disponibles à l'interne. Oui, Lincoln. Le dossier Dioma, en priorité, c'est la question que beaucoup se posent, mais selon des informations glanées ça et là, j'apprends que c'est le premier dossier qui a été transféré au niveau de la CRIEF. Bien. Donc, de par son positionnement, c'est forcément le premier dossier à être examiné. Mais d'autres dossiers viendront après. Mais quand vous allez un peu dans les coulisses, vous comprendrez que Bill Gates était exposé. Et ça, vous savez, non seulement... Beaucoup parlent d'incompatibilité entre sa fonction d'intendant à la présidence, mais aussi l'homme d'affaires qu'il représentait et qui, quand même, était très puissant devant beaucoup d'intérêts. Mais plus loin, ce que je dis, je n'ai pas recoupé parce que je n'ai pas pris langue avec Bill Gates.
On apprend que ceux qui sont aux affaires aujourd'hui à Conakry, beaucoup étaient quand même en conflit entre guillemets avec l'ancien intendant. Moi, déjà même m'aurait dit qu'à la présidence, le monsieur était obstacle à l'intérêt de beaucoup de personnes. Et il y a même un autre groupe. Donc, y compris l'actuel président ça pourrait être le cas. Bien. Ça, selon les informations que je n'ai pas encore recoupées. Mais puisqu'on n'a pas la certitude de ce que nous disons, on peut quand même. Même si ces faits ne sont pas forcément liés. Non, forcément. Mais aujourd'hui, la réalité est que ce monsieur, comment c'est, son entreprise a beaucoup d'argent. On a besoin de savoir comment tous ces montants-là sont venus là. Est-ce que cet argent est obtenu dans les conditions de transparence possibles, puisque nous voulons quand même moraliser les choses désormais dans notre pays. Mais en dépit de cela, c'est vrai que d'aucuns parlent que Bill Gates était un ancien opérateur économique avant l'arrivée d'Alpha. Mais tout ce que ce monsieur a eu pendant ce temps, c'est ce qui aujourd'hui peut-être suscite assez de polémiques. Quand on dit que entre 2019 et 2021, on pouvait trouver dans ce compte plus de 440 milliards de francs guinéens. Ça fait combien? Ça fait peut-être 40 millions de dollars. Ça peut être le cas, mais oui, nous sommes dans un pays où la plupart des opérateurs ne peuvent pas avoir cela. Et dernièrement, selon ce que j'apprends, beaucoup estimeraient aussi que ce monsieur était l'argentier du président. Que la plupart des avoirs du président, c'est lui qui garde. D'où cette question, d'où cette question, Lincoln. Il est bon quand on dit vol en bande organisée. C'est qui les membres de cette bande? Ah oui. J'espère qu'on nous dira cette bande-là, c'est qui? C'est qui et qui cette bande? Ça c'est des questions à se poser. Donc vivement la justice, parce que moi je sais une chose. Le Bill Gates aurait voulu aujourd'hui bien. Il veut aujourd'hui que si cet argent n'a pas été obtenu dans les conditions indues, qu'il soit blanchi. C'est très important. C'est nous qui avons peur de la justice. Sinon ailleurs, les gens veulent utiliser la justice pour quand même soigner leur image. Toujours est-il que ce pays a besoin de ce qui est en train de se passer désormais, même pour des postes de domination. Des gens diront, je ne veux pas être ministre, je ne veux pas être secrétaire général, je ne veux pas être tel ou tel, puisque quand je viens, je risque d'avoir des problèmes. En tout cas, Mamadi Doumbouya ne manque pas de rappeler cela à l'esprit de tous les ministres. Lors du Conseil des ministres, il l'a même fait hier en leur disant, à chaque fois que vous êtes dans votre bureau, rappelez-vous, réfléchissez, pensez à la CRIEF. Des charges assez graves portées donc contre le groupe Joma et qui donc devient le premier dossier à ce titre de la CRIEF. Basekou, quel regard porté donc là-dessus dans le cadre de la lutte contre toutes ces antivaleurs qui ont été citées, corruption, enrichissement illicite, détournement de deniers publics, ainsi de suite. Alors parmi les actions notamment annoncées par le CNRD à sa prise de pouvoir et ensuite qui ont été plusieurs fois qui sont revenues dans les communications, il y a cette insistance sur la moralisation de la vie publique et également la lutte contre la corruption et les détournements de fonds. Donc c'est dans ce cadre d'ailleurs que le CNRD a décidé donc de la mise en place de la CRIEF, la Cour de répression des infractions économiques donc, et financières. Et bien avant même la mise en place, vous savez, de cette cour-là, il y a le Premier ministre, il y a beaucoup de cadres, notamment de gouvernement, qui avaient porté des communications sur ces histoires de... Sur la détermination du CNRD de lutter contre ces choses-là. Voilà, la corruption et les détournements de fonds. Donc on a tous vu ici la communication qui a été faite par le juge, par le procureur Charles Wright. Il y a une dizaine de dossiers sur lesquels il a porté des communications et le dossier Joma donc était revenu. Moi, ma position est très claire. Je pense que la procédure judiciaire donc, qui a été enclenchée concernant le dossier Joma doit aller à son terme. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'opinion soit édifiée. Il faut qu'il y ait donc des clarifications, notamment sur comment l'intendant qui est aujourd'hui l'ancien intendant donc, à la présidence de la République soit qu'on puisse connaître effectivement comment il a pu donc mobiliser un peu l'ensemble de ces cette fonds. Fortune. Autant il faut encourager
les juges, les magistrats enquêteurs, donc au niveau de la chambre d'instruction, de la CRIEF, donc à faire un travail sérieux, un travail correct. Bien. Autant il faut encourager aussi que les autres dossiers, parce que ce qui est évident, c'est que dans l'entourage du président Alpha Condé, il y a beaucoup de conseillers, beaucoup de ministres aujourd'hui, notamment certains qui se seraient enrichis de façon illicite, donc qui auraient créé, je mets tout ça donc au conditionnel, donc qui auraient créé des sociétés écrans qui en même temps également dans divers secteurs, voilà, mais surtout l'immobilier, voilà, le BTP, donc c'est important. Donc c'est important pour le CNRD, la CRIEF notamment, de faire des investigations judiciaires sérieuses sur l'ensemble notamment de ces dossiers et de savoir voilà, est-ce que ces gens-là se seraient enrichis de façon illicite, est-ce que c'est de l'argent qui a été volé? Si c'est de l'argent qui a été volé, alors que ces montants-là soient reversés au compte de l'État. Comme le dossier Dioma, il y a aussi également d'autres dossiers aujourd'hui sur lesquels il y a des soupçons de corruption, de présumé détournement. Je pense que ces juges-là, ces magistrats doivent faire un travail sérieux pour nous dire concrètement qu'est-ce qui a été fait dans ce dossier. Merci Bassekou. Oui, Yaraï là-dessus. Bon, moi, à mon sens, ce dossier concernant les détournements de fonds, c'est un dossier vide de sens. Dans l'ensemble? Oui, dans l'ensemble. Parce que je trouve que, en fait, c'est un dossier qui est politique, puisque aujourd'hui le CNRD veut quand même gagner le cœur des Guinéens. Il faut quand même trouver quelque chose. Tu penses vraiment, Yaraï, que mais bien sûr, vide. Écoutez, le premier réflexe d'un voleur, c'est quoi? Quand il vole, il a son butin. Il pense à quoi? À votre avis, il pense à quoi? Il pense à quoi? Il pense à le garder soigneusement. Nous savons quand même que ceux qui sont cités dans ces dossiers-là, ce sont quand même ceux qui ont appartenu au système que nous, tous les Guinéens, décrivions aujourd'hui. Je pense que ceux-ci-là ont compris le système et ils savaient pertinemment que d'un moment à l'autre, le système Alpha Condé, le régime Alpha Condé va quand même, ça va capoter. Donc ils savaient, mais bien sûr, préparer ce qui est arrivé. Mais bien personne ne s'attendait au coup d'État. Pourquoi la devise a grimpé dans ce pays? Oui, parce que ceux qui prennent de l'argent, ces gens-là ne prennent pas l'argent pour aller les mettre à la banque. Ce sont des gens qui vont pour échanger les francs guinéens en devises et après garder ça soigneusement. Si vous vous rappelez, nous avons vu le cas d'Amaro. Il y a eu quand même des spéculations qui disaient qu'il avait gardé de l'argent dans la fontaine. Il avait gardé cela. Donc je suppose qu'aujourd'hui, le CNRD, en fait, les autorités n'ont pas assez de preuves concernant ces gens-là. Et c'est d'où l'acharnement contre le groupe Dioma Média. Parce que depuis que... Non, ce n'est pas le média, c'est le groupe en fait. C'est le groupe. Et donc il y a ses filiales. C'est ce que je dis. Affaire Dioma Média. J'ai l'impression que... Du groupe Dioma. Voilà, du groupe Dioma. J'ai l'impression que depuis... Je vois qu'en tant que syndicaliste, il est préoccupé par le sort de nos confrères et consoeurs, ça se comprend. Voilà. Effectivement, oui. Je pense que le groupe Dioma, voilà, je m'en excuse. Ouais. Je pense que depuis qu'on a parlé de la mise en place de la cour de la CRIEF, on ne parle que de Dioma Média. Bien. Je pense que... Donc, tu penses que le fait que le dossier Dioma ait été le premier symptomatique d'un acharnement, d'un ciblage? Je pense qu'il y a trop de bruit. C'est un bruit de fond. Je ne pense pas qu'il y ait du contenu là-dedans. Il va falloir creuser. Parce que moi, il revient donc à la CRIEF de nous édifier. Exactement. Mais je pense encore une fois que c'est un dossier politique. Le temps pour le CNRD de s'occuper à autre chose. Le temps pour le CNRD d'étendre la transition. Le temps pour le CNRD de passer ses manœuvres pour pouvoir faire exactement ce qu'il veut faire. Mais encore une fois, je ne puisse pas comprendre qu'on cite des gens pour 2 millions de francs guinéens dans une histoire de détournement. Je pense qu'il n'y a pas de fond. Aujourd'hui, il faut quand même creuser et je ne vois pas jusqu'où ça pourrait aller. Puisque quand on parle du groupe Dioma d'ailleurs et parler de plus de 400 milliards de francs guinéens, je pense que c'est pas aussi costaud qu'on le croit. Puisqu'il y a des filiales. Il y a des filiales qui composent exactement ce groupe. Je pense que voilà, c'est un dossier qui n'est pas aussi costaud
costaud à mon avis. Diarra Guirassy, très formel là-dessus. Hein? Alors oui, Kabine Fofana, quelle lecture dans cette situation-là? Alors, récemment, la commission du Sénat a auditionné Bernard Arnault et Vincent Bolloré, deux magnats qui sont venus donc dans la filière de l'information. La question essentielle était exactement en France. La question était de savoir pourquoi est-ce qu'ils sont venus dans la filière de l'info? Est-ce qu'il n'y a pas en réalité une envie donc d'impacter l'opinion publique, notamment sur la question liée au formatage de l'opinion sur le plan politique? Et là-dessus, pourquoi je fais ce saut-là pour expliquer, pour dire exactement pourquoi est-ce qu'ils ont été questionnés. En fait, c'est la question la question relative à une possibilité de collision entre, pour le cas de M. Bill Gates, le fait qu'il était intendant au niveau de la présidence de la République, et l'intendant, c'est en réalité celui qui gère les sous. Voilà, c'est en réalité celui qui gère les sous, et je ne sais pas, pour 2020, avant le putsch, c'est que le budget de la présidence de la République tournait autour de 40 et quelques millions d'euros lorsque le chef... Ça avait été rehaussé lors de, je crois bien, la loi des finances avec Ismaël qui a été décrié d'ailleurs, parce qu'on aurait justifié la montée, si vous permettez, du budget de la présidence par le fait qu'il y a désormais, comment on appelle, les inspecteurs donc, de l'État, dont les salaires donc, ont été fixés, qui sont désormais rattachés à la présidence. On avait trouvé beaucoup d'arguments, mais en réalité, qui ne passaient pas au sein de l'opinion. Absolument. C'est cela. Oui. Donc, cette collision qu'il y a entre sa position publique, donc au sein de l'administration, et le fait qu'il soit un homme d'affaires. Naturellement, les soupçons qu'il y ait eu donc une sorte de manipulation ou peut-être de collision et de comment j'allais dire, de toutes ces charges-là, et donc liées à cela. Je pense que même le président Alpha Condé n'a pas été assez prudent d'accepter de nommer un homme d'affaires au niveau de l'intendant de la présidence de la République. Et je pense que M. Bill lui-même aussi n'a pas été assez prudent. Du moment où il avait investi notamment dans les mines, je crois qu'il fallait quitter. Parce que ce qui arrive aujourd'hui... s'exposer parce que la question peut-être qu'on peut se poser, c'est de savoir pourquoi Dioma, qui est donc une entité privée, se trouve aujourd'hui questionné par une cour de répression. C'est parce que justement, il y a cette collision-là. On estime que sur la base des charges-là qu'il y a eu, comment on appelle, un usage illicite de fonds publics pour des usages privés. Je crois que ce qui va se passer là, il y a deux objectifs. Premièrement, parce que comme on le dit, la loi, elle permet, elle punit, mais aussi elle blanchit. Je pense que ceci va permettre de savoir effectivement qu'est-ce qui s'est exactement passé. Si M. Bill, donc le groupe Dioma, a été lésé ou accusé, comme par exemple pense Diarraï, on le saura au bout de la procédure, et ça permettra aussi aux uns et aux autres, ceux qui veulent se porter à des charges publiques, qui restent là, mais d'éviter être dans la politique ou être même au niveau des instances publiques et puis avoir un second pied au niveau du privé, parce que le plus souvent ça rattrape. Oui. Un message que nous a envoyé Mousléo Aïdara, il dit: bonjour, dis à Talibé de mettre homme d'affaires entre guillemets. Est-ce qu'un petit magasin de pièces détachées à Mafanko peut faire de l'homme un homme d'affaires? Quel était le chiffre d'affaires de Dioma avant Alpha et sous Alpha? La question, c'est Mousselou Adra qui pose je voudrais rebondir là-dessus. Il semble qu'après l'élection d'Alpha, avant de le nommer, en tout cas c'est ce que m'a confié une source, généralement des valeurs, et avant de le nommer, que Alpha avait fait fermer les boutiques de Bill Gates à Madina.
et il l'avait sorti complètement du circuit commercial, mais que l'Empire Yoma est d'une création assez récente, et ce qui est assez surprenant d'ailleurs compte tenu du volume de richesse qu'on y trouve. Mais je voudrais rapidement embrayer pour dire que sur la base de l'article 19 de l'ordonnance portant création de la CRIEF, on sait que monsieur le procureur spécial peut se saisir de tout dossier relevant de ses compétences. Alors c'est sur cette base-là que j'aimerais bien que, je n'impose pas, hein, mais j'aimerais bien qu'on nous clarifie la gestion des fonds qui avaient été alloués à un certain nombre d'institutions. Rappelez-vous que la loi des finances rectificative 2021 avait attribué 23 milliards, si vous voulez, 23,22 milliards de francs guinéens à la Cour constitutionnelle. Et après, rappelez-vous tout le bruit qu'on a eu, qui n'a pas été encore définitivement établi, entre un coursier, donc un démarcheur, et le président de la Cour constitutionnelle, donc l'ancien président de la Cour constitutionnelle, pour une histoire d'achat de maisons à Dakar. Donc, si la CRIEF pourrait aussi nous permettre de comprendre comment est-ce que ces institutions, comme la Cour constitutionnelle, ont géré nos sous, notre argent, ça aurait été intéressant. Mais pour ne pas être exclusif, il y a aussi le Conseil économique et social, conseil institution à laquelle le budget 2021 avait attribué 23,45 milliards de francs guinéens. Est-ce qu'on peut savoir comment est-ce que cet argent-là a été utilisé? Et la Cour des comptes n'en fait pas exception avec une ligne budgétaire de 54,22 milliards. Est-ce qu'on peut savoir comment est-ce que cet argent a été géré? Parce que j'ai échangé avec des travailleurs de la Cour de compte qui me disaient qu'ils n'avaient même pas de consommables. Bien. Mais allons rapidement sur la Cour suprême avec 27,78 milliards selon la loi des finances. Et je pense que c'est un extrait du 15 septembre 2021. Ça veut dire que cette loi a été un temps soit peu exécutée. C'est la même chose pour l'AC qui avait 16,13 milliards. Mais la question, là où mon attention est beaucoup plus portée merci de m'avoir passé le mot, c'est sur la Haute Cour de justice. Où est-elle? Bien. Qui la compose? Alors qu'elle a reçu 2,4 milliards de francs guinéens. Elle n'a même pas été composée. Le ministre Ismaël Dibaté. Donc vraiment, monsieur... Et la Haute Cour, en fait, la Haute Cour est revenue régulièrement dans tous les budgets depuis plusieurs années. Bien, des questions qui restent posées en attendant qu'on nous en donne les réponses. Et le temps pour nous de passer finalement à notre invité du jour.